Alors, oui, ce livre. Des livres sur les opistoglyphes, j'en ai pas des masses en plus. Ah, le voilà, génial. Il va m'aider pour la vidéo d'aujourd'hui. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui ont partagé, ça fait hyper plaisir, merci à vous. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné et que la chaîne et le contenu vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications pour être tenu au courant de toutes les nouveautés, à liker, partager, bref, parler de la chaîne autour de vous, ça nous aidera dans le référencement et ça fera avancer la chaîne et ça montrera que vous aimez le contenu. Si vous avez un petit peu suivi les nouveautés sur la chaîne, vous avez vu qu'hier, je vous ai dit que j'allais vous présenter une couleur qui a un venin qui est plus toxique que celui du mamba. Car oui, contrairement à ce que l'on peut entendre et lire dans les bouquins généralistes qui parlent des serpents, il y a bien des couleuvres qui sont venimeuses et qui ont des venins qui ne sont absolument pas à prendre à la légère. Allez, fini le suspense, aujourd'hui je vous présente le genre Telotornis, ou autrement appelé serpent des vignes africain. C'est un genre de serpent qui a été décrit par Smith en 1849 et qui fait partie des serpents que l'on dit opistoglyphes. Donc opistoglyphes, c'est avec deux crochets à venin fixes situés à l'arrière de la gueule. Comme je vous le disais dans l'intro, ce genre de serpent fait partie de la famille des colubridés et de la sous-famille des colubrinés. Donc c'est une famille et une sous-famille, on va pouvoir retrouver des serpents qui ne sont absolument pas dangereux, comme les serpents des blés, serpents rois, serpents taureaux, bref. Tous les serpents qu'on peut croiser actuellement en terrariophilie et qui sont maintenus sans risque. Le seul souci avec cette famille et cette sous-famille, donc colubridés, colubrinés, c'est qu'elles ne sont pas assez étudiées. On n'a pas assez de retours sur les morsures et envenimations qui sont causées par ce genre de serpent. Et si je vous dis tout ça, c'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour mettre l'accent sur le fait qu'on ne connaît absolument rien des serpents et qu'il faut toujours faire bien attention aux animaux qu'on manipule. Il y a des scientifiques qui ont eu de très mauvaises surprises et qui sont morts après une morsure de serpent, pensant que le venin n'était pas dangereux, voire que l'animal n'était absolument pas venimeux. Et vous allez voir que c'est le cas pour Telotornis. Donc ce genre, comme son nom l'indique, se retrouve uniquement en Afrique. Et on va pouvoir en rencontrer dans une bonne partie de l'Afrique. Alors je ne vais pas faire la liste de tous les pays où on peut en rencontrer, mais les principaux. À l'ouest de la Namibie, au Botswana, au nord-est de l'Afrique du Sud, sud-est de l'Angola, Swaziland, sud de la Zambie, Mozambique, Tanzanie, République démocratique du Congo, Malawi, Zambie, en Somalie, au Kenya, en Ouganda, au Gabon, au Cameroun, en Guinée, au Nigeria, au Kenya, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Libéria, au Sierra Leone, en Tanzanie et au Mozambique. Donc clairement, on est sur un genre de serpent qui occupe une bonne partie de l'Afrique. Et malgré cette grande aire de répartition, ces serpents n'occupent que les forêts tropicales humides qu'on va pouvoir retrouver en Afrique. Ce sont des serpents qui sont arboricoles, diurnes et d'activité potentiellement nocturne, qui vont vivre en haut des cimes, mais qui pour chasser ou se reproduire vont descendre dans les branches les plus basses des arbres. C'est une technique de survie qui leur permet d'éviter les prédateurs. Ce sont des serpents qui font de 1 mètre à 1,60 m, qui sont fins et très élancés, et qui vont avoir une tête bien démarquée du corps avec un museau en pointe. Comme beaucoup de serpents arboricoles, ils ont une queue qui est très longue et préhensile, ce qui va leur permettre de se retenir aux branches avec plus d'assurance. Ils sont de couleur brun-gris à vert-gris en passant par le marron et ont des motifs très marqués sur le corps qui sont beaucoup plus foncés, généralement noir ou gris. Ce sont des serpents qui ont de grands yeux implantés de chaque côté de la tête. Et là, c'est pareil. Contrairement à ce qu'on entendait partout, comme quoi les serpents avaient une mauvaise vue, cette espèce a une très bonne vue et une très bonne appréciation des distances, ce qui lui permet de ne jamais rater ses proies. Et les Telotornis sont des chasseurs hors pair. Ces serpents vont descendre dans les branches basses des arbres et s'y loger le temps de pouvoir apercevoir une proie. Une fois qu'ils ont ciblé une proie, donc un lézard, un serpent ou un oiseau, ils vont se rapprocher. Grâce à leurs couleurs qui vont les faire passer inaperçus parmi les branchages, ils vont pouvoir s'approcher même très près. Une fois à bonne distance, ils vont se détendre en 1/100 de seconde, saisir leur proie et injecter leur venin très toxique. La proie finira par mourir et être ingérée par Telotornis. Et justement, en parlant de venin, il faut savoir que Telotornis est l'un des rares colubridés à pouvoir tuer un homme. Effectivement, en 1975, un herpétologiste allemand du nom de Robert Mertens est mort suite à la morsure d'un de ces spécimens de Telotornis lors d'une séance de nourrissage. Et si je vous ai présenté ce petit livre en intro de la vidéo, c'est pas pour rien, c'est parce que dans ce bouquin, on a tous les rapports d'envenimation par serpent opistoglyphe en version française. Donc c'est super. Je remercie Jurassic Var pour ce bouquin. Alors malheureusement, il en sortira plus. Hein, tout a été vendu. Mais vous pouvez trouver les articles qu'il y a dedans sur Internet. Par contre, vous les aurez en anglais. Et quand on se rend au chapitre des Telotornis, eh bien, on peut trouver 2 cas d'envenimation qui sont recensés.
Donc le premier, c'est un petit garçon de 13 ans qui a été mordu au doigt. Il a été envoyé à l'hôpital. À l'hôpital, il lui a administré du sérum antivenimeux de Boomslang parce que les symptômes sont quasiment similaires. Sauf que ce sérum antivenimeux a été inefficace. Et en fait, ils se sont aperçus au bout de 5 heures que son sang ne coagulait absolument plus. Et un sang qui ne coagule plus, c'est un risque d'hémorragie accrue et de mort. Au bout de 6 jours, son taux de plaquettes étant revenu à un taux normal, ils ont laissé sortir l'enfant qui par la suite a été revu et tout allait bien. Le deuxième cas d'envenimation dont il fait référence dans le bouquin, c'est sur un ancien ranger au service de l'État du Tanganyika, donc Frédéric Locke, qui le soir du 22 décembre 1953 vers 23 h est rentré chez lui, a retiré un serpent vigne de sa cage et manipulé le serpent dans le but de l'énerver afin qu'il dilate le cou et la gorge de façon spectaculaire pour ses spectateurs. Très mauvaise idée. Le serpent l'a mordu au poignet, mais il a ignoré la blessure en croyant que le serpent était inoffensif. Et vous voyez, c'est pas vieux, ça date de 1953. Il a sucé brièvement l'endroit de la morsure, le site de la morsure. Il est fait mention que le lendemain, il ne se sentait pas bien. Vers minuit, il a commencé à vomir du sang. Le matin du 24 décembre, donc soit 2 jours après, il a été admis à l'hôpital. Il est tombé dans le coma et après une violente crise, il est décédé à 1 h du matin le 25 décembre 1953. Joyeux Noël. Soit environ 50 heures après la morsure. Donc vous voyez, je vous disais tout à l'heure que Mertens est mort après 18 jours de souffrance due à l'envenimation de Teletornis. Là, on est sur un cas d'envenimation, ça a duré beaucoup moins longtemps, 50 heures. Il a été mordu le 22, il est décédé le 25, ça fait 3 jours. L'autopsie a révélé une hémorragie étendue dans le cerveau, les poumons, le foie et les reins. Que des organes vitaux. Les conclusions du coroner se lisent comme suit: mort due à un venin de serpent après avoir aspiré le site de la morsure et avalé du mucus contaminé. Ensuite, il est fait mention, donc choqué par l'état des organes internes de Locke, le médecin a expédié le serpent à Desmond C. Fitzsimmons, directeur et fondateur du Durban Snake Park et fils de Frederick W. Fitzsimmons du Port Elizabeth Museum. Fitzsimmons a tamponné la bouche du serpent, a centrifugé le matériau avec une solution saline et l'a injecté à des souris blanches. Les souris sont mortes d'une hémorragie étendue. Et effectivement, quand on compare la DL50 de Teletornis à d'autres espèces de serpents, on se rend compte qu'il n'est vraiment pas à prendre à la légère. Je vous le rappelle, le mamba a une DL50 de 0,25 mg par kilo. Donc 0,25 mg de venin arrive à tuer un animal d'1 kg. Teletornis a une DL50 de 0,21 mg par kilo. Donc 0,21 mg de venin suffisent pour tuer un animal d'1 kg. Donc on est bien sur un serpent qui a un venin qui est plus toxique que celui du mamba. C'est pas mal pour une couleuvre que l'on pensait jusque-là inoffensive. Qu'est-ce qu'on peut déterminer de cette lecture? Eh bien, premièrement, que ce n'est pas l'âge qui va déterminer la rapidité d'action du venin. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Mertens a mis 18 jours pour mourir, alors que là, Frédéric Locke n'a mis que 50 heures, 3 jours. Le venin, si vous ne l'avez pas compris, est un puissant venin anticoagulant, donc qui va empêcher le sang de pouvoir s'agglomérer et de former soit des croûtes, soit des bouchons dans les veines et les artères pour éviter les hémorragies. Et de ce fait, on va mourir d'une hémorragie généralisée. Et pourtant, c'est pas faute pour les télotornis de nous prévenir qu'il ne faut pas les manipuler. Des serpents qui gonflent le cou, qui le dilatent d'une manière aussi visuelle, de manière à paraître plus gros, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Malheureusement, chaque année, il y a des personnes qui se font mordre. Alors heureusement, ces serpents ont des crocs qui sont situés à l'arrière de la gueule, donc ça diminue le risque d'être envenimé, mais ils ne sont pas encore assez pris au sérieux. Voilà, on a fini avec la partie venin. Pour une fois, j'ai changé un petit peu l'ordre de la vidéo. Donc les femelles de ce genre sont toutes ovipares et vont pondre entre 4 et 18 œufs à chaque couvée. Les petits sont extrêmement dangereux dès la naissance, donc on ne manipule pas, d'accord? Ils ont déjà la capacité de produire du venin et de pouvoir l'injecter. Le genre Teletornis se compose de 4 espèces. La première, Teletornis capensis, décrit par Smith en 1849, qui comporte 2 sous-espèces. On va retrouver Teletornis capensis Oastesi, décrit par Günther en 1881, et Schilzy, décrit par Derleinen en 1978. Désolé si j'ai écorché le nom, mais c'est imprononçable. Le nom de capensis a été donné dû au lieu de sa découverte dans la colonie du Cap. Ensuite, on va retrouver Teletornis kirtlandi, et c'est lui qui est responsable des 2 morsures que je vous ai citées auparavant. Il a été décrit par Hallowell en 1844. Nommé en l'honneur de Jared Potter Kirtland. Ensuite, on va retrouver Teletornis mozambicanus, décrit par Bocage en 1895.
mozambicanus, dû au fait que c'est au Mozambique qu'on a découvert cette espèce. Et en dernier, on va retrouver Telotornis oussambaricus, décrit par Brodley en 2001. Oussambaricus en référence au lieu de sa découverte, comme d'hab, dans la réserve naturelle Amani, dans les monts Oussambara. Donc, je résume vite fait. Telotornis, espèce de couleuvre opistoglyphe, avec des crochets à venin situés au fond de la gueule, qui vit en Afrique, sur une majeure partie de l'Afrique. On va le retrouver dans des milieux forestiers tropicaux humides, loin de l'homme. Les morsures arrivent par manque de connaissance de l'espèce et par mauvaise manipulation. Et c'est un serpent qui est capable de tuer un homme car il a un puissant venin anticoagulant. Cette espèce, pour moi, est bien la preuve que les colubridés ne sont pas encore assez étudiés aujourd'hui. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je vous le rappelle, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. On se retrouve très vite pour de nouveaux joueurs tout aussi passionnants. Je vous dis bonne semaine les amis, à plus, ciao ciao.